avec nous Audrey-Anne Chizonne, qui est la directrice logistique du projet Alphanumérique, Frédéric Godin, qui est la coordonnatrice du projet Alphanumérique chez Bibliopresto, l'organisme porteur du projet, et Jean-François Cusson, qui est directeur général aussi chez Bibliopresto. Il va y avoir aussi l'apparition de notre directrice exécutive chez Technoculture Club, anciennement directrice des communications, Virginie Savard. Et on a même de la visite spéciale du programme du PEN, car Alphanumérique n'existerait pas sans le soutien du gouvernement du Canada. Donc, il va y avoir Mme Claudia Desaulniers, gestionnaire du programme d'échange en littératie numérique, qui va nous dire justement un petit mot. Je te passe la parole, Claudia. Merci d'être là. Merci beaucoup, Bianca. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Même si on est en virtuel, je me sens comme si je venais faire une visite de terrain. Puis ça me permettait là, de prendre le pouls du projet. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose que moi et mon équipe avons très hâte de recommencer là, une fois que les voyages seront permis. Comme Bianca l'a souligné, je suis gestionnaire du programme d'échange en littératie numérique au ministère d'Innovation, Sciences et Développement économique. Si je peux vous parler un petit peu du programme là, en les grandes lignes, c'est un programme qui vise à s'assurer que les personnes de groupes sous-représentés ont accès à des opportunités d'apprentissage pour acquérir des compétences en littératie numérique. Donc, les groupes sous-représentés, là, on parle ici des communautés, des personnes issues des communautés autochtones, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les nouveaux arrivants, puis aussi là, les personnes là, pour qui le français ou l'anglais n'est pas leur première langue. Quand on parle de compétences numériques, là, ça va à la simple utilisation d'un ordinateur à l'utilisation sécuritaire et efficace de l'Internet, puis tout ça en passant là, par la simple utilisation là, des méthodes d'une boîte de courriel, par exemple. À ce jour, le programme a permis à 36 organismes d'aider des Canadiens là, pour avoir des opportunités d'apprentissage. 36 organismes, dont Bibliopresto, bien sûr. Donc, ça l'a permis jusqu'à maintenant là, à 300 000 personnes issues de groupes sous-représentés d'avoir des opportunités d'apprentissage. Pour vous donner une idée, notre objectif était de 100 000 personnes. Donc, on a triplé notre objectif. Puis là, on attend encore les résultats là, pour le dernier trimestre. Je pense qu'il est important que j'aborde un peu les répercussions de la pandémie. La pandémie, c'est certain, a eu un réel impact sur nos organismes partenaires dans la livraison des projets. On peut penser ici, là, par exemple, à un organisme qui ciblait principalement les personnes n'ayant jamais utilisé un ordinateur. Donc, le virage en mode virtuel était plutôt difficile. Le programme a vraiment été témoin de plusieurs histoires à succès. On a donc vu plusieurs organismes se retrousser les manches, être créatifs puis changer vraiment leur modèle de livraison là, pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, je pense qu'on s'entend tous sur le fait que la pandémie a vraiment démontré l'importance du programme puis l'impact sur les personnes qui n'ont pas les compétences pour participer à cette économie numérique. Puis si je me permets un autre exemple là, de l'aide qui a été apportée, cette fois-ci aux personnes âgées, ça a été de les aider à accéder à des services gouvernementaux en ligne, par exemple. Donc, si on pense à la plateforme de vaccination ou de prendre un rendez-vous. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup de cette opportunité-là. Puis, j'ai très hâte d'entendre les retombées là, du projet. Puis merci aussi de votre contribution là, avec le projet Alphanumérique là, dans l'univers du programme. Bonne journée à tous. Merci. Un grand merci d'être venu dire ces quelques mots. Puis c'est inspirant de savoir qu'il y a 300 000 personnes qui ont pu être rejointes par le projet. Ça me touche, puis c'est vraiment quelque chose de motivant. Ça donne envie de continuer puis d'améliorer toujours le paysage numérique. Parlant de numérique,
Technoculture Club, je vais vous dire quelques mots sur l'organisme Technoculture Club. C'est un organisme à but non lucratif. La mission, c'est que Technoculture Club promeut et soutient la littératie et la justice numérique pour rendre la technologie et la culture numérique plus accessibles, équitables et participatives. Donc, dans le cadre du projet Alpha Numérique, on était des partenaires, on a développé des contenus, puis notre expertise se situait surtout au niveau de la facilitation, puis de la conception de contenu. On facilitait déjà dans des bibliothèques des activités sur le numérique avec justement ce souci toujours d'être dans l'accessibilité et de rejoindre les publics. Et je vais passer la parole à Jean-François Cusson pour qu'il vous en dise un petit peu plus sur BiblioPresto et la naissance un peu de ce partenariat. Merci, Bianca. Et merci aussi à Claudia pour la présentation. On est très heureux que tu puisses être parmi nous aujourd'hui. BiblioPresto, on est aussi un organisme à but non lucratif. Et d'ailleurs, on va fêter cette année, en 2022, notre 10e anniversaire. Donc, ça va faire 10 ans que BiblioPresto a été créé. A été créé par les bibliothèques pour servir les bibliothèques. Donc, c'était important de le dire. On est vraiment un organisme de service pour les bibliothèques en tout ce qui touche au dossier numérique. Et donc, ça va du livre numérique à des ressources numériques, à de l'accompagnement, de la formation et évidemment à la littératie numérique, donc à tout ce qui touche au projet Alpha Numérique. Si on peut avancer un petit peu la ligne du temps. Et justement, ce projet, sa genèse, en fait, on a vu passer l'appel de projet qui a été publié par le ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Je pense que ça avait été publié en février 2018, si je me souviens bien. Et assez rapidement, on trouvait que c'était très intéressant, que le projet en lui-même coïncidait avec notre mission, coïncidait avec des projets qu'on avait en tête depuis un certain temps, pourrait nous donner les ressources pour arriver à faire ces projets-là. Et on s'est rapidement allié avec nos partenaires naturels de toujours, c'est-à-dire l'Association des bibliothèques publiques du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le réseau Biblio du Québec, donc vraiment l'ensemble des acteurs du monde des bibliothèques publiques au Québec pour dire on devrait se mettre ensemble et présenter un projet collectif pour mieux desservir les usagers, les citoyens au Québec. Par une série de coïncidences, en fait, on est venu à entendre parler de Technoculture Club qui donnait déjà des ateliers dans certaines bibliothèques. Et en fait, c'est certains administrateurs de BiblioPresto qui me sont revenus en disant tu devrais parler à cet organisme-là, ça fitterait avec le projet, ça coïnciderait, je pense que vous travailleriez bien ensemble. Ce qui fait qu'à l'époque, on s'est contacté. On s'est rendu compte que Technoculture Club aussi avait l'intention d'aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, ils se sont joints à nous, puis on s'est tous mis ensemble pour déposer ce magnifique projet qui est Alpha Numérique. Donc, le dépôt officiel a été fait avant la fin du premier trimestre 2018. Il s'est en suivi un petit délai, en fait, avant qu'on reçoive les réponses, qu'on puisse aller de l'avant, etc. Si bien que c'est vraiment au début 2019 qu'on a pu se mettre à travailler concrètement et à avancer sur ce grand projet-là. Un projet pour lequel on avait 3 grands objectifs, 3 grands axes. D'une part, évidemment, puis ça rejoint l'objectif intrinsèque, je pense, de l'ensemble du programme, c'est-à-dire de former le grand public, former les citoyens et citoyennes canadiennes aux outils numériques. Mais comme on travaille avec les bibliothèques, mais aussi et surtout du côté de Technoculture Club avec le communautaire, on a mis un aspect aussi, comment on pourrait mieux outiller les personnels, les professionnels, les gens qui sont en place. Donc, vraiment un aspect de former des formateurs et on a décidé de développer un volet assez important puis assez significatif du projet sur cet aspect-là. Et évidemment, travailler en fait sur de tisser un plus grand maillage entre le milieu des bibliothèques et le milieu communautaire. Puis peut-être en terminant là-dessus, on s'est déjà fait demander, mais pourquoi les bibliothèques exactement? Et notre hypothèse de base, en fait, c'est qu'une bibliothèque, il y en a une partout.
Il y a une bibliothèque dans tous les villages du Québec et dans les villes de plus grande importance, il y en a évidemment plusieurs. Donc, il y a déjà un réseau, une desserte qui est extrêmement forte, qui est là, qui existe. Puis on s'est dit, ben, les bibliothèques ont tout à jouer dans l'univers numérique. Elles le sont déjà depuis plusieurs années, notamment quand on pense à 20 ans en arrière, quand les gens n'avaient pas nécessairement de connexion Internet, ben, ils pouvaient aller à la bibliothèque et utiliser le web, apprendre à l'utiliser. Les bibliothèques ont toujours joué un rôle là-dedans, puis on s'est dit, ben, pourquoi on ne les aiderait pas à développer plus ce rôle-là et à devenir vraiment des pôles dans leur communauté, dans leur localité au niveau de la littératie numérique. C'est donc vraiment la genèse de ce beau projet qu'on a baptisé Alpha Numérique. Bon, alors bonjour à tous. Moi, je vais prendre la parole pour vous présenter la prochaine étape du projet. Comme vous pouvez le constater, on va avancer une ligne du temps avec plusieurs étapes. Et évidemment, on ne va pas vous présenter toutes les étapes du projet, mais on a choisi celles qui nous paraissaient les plus importantes. Donc, pour commencer à se mettre au travail, on avait besoin un peu de connaître mieux l'état en fait, de la littératie numérique, notamment dans les bibliothèques. Et donc, on a réalisé un grand sondage auprès du personnel. On a demandé en fait à tout le personnel des bibliothèques autonomes et des réseaux biblios du Québec de nous donner un peu plus d'informations en fait sur la littératie numérique dans leur milieu. Donc, on a pu identifier les freins en fait à l'action de littératie numérique dans leur milieu et puis aussi à comprendre un peu mieux leurs besoins et les besoins de leur public également. Donc, ce sondage a été envoyé au printemps, puis on a quand même eu 300 réponses et 41 municipalités en fait qui en fait ont prononcé à nous en renseigner en fait en remplissant le sondage. Et puis, on a pu faire une analyse et ça nous a aidé en partie à construire nos cursus de formation, que ce soit pour le personnel ou le grand public. Voilà. Alors, je laisse la parole à mes collègues pour la suite. On va se donner la parole les unes les autres. Donc, c'est ça. En fait, on arrive dans le vif. Là, vous aviez compris, Jean-François l'a bien expliqué, il y avait eu des délais, tout ça, au départ, avec les subventions, tout ça. Donc, on a vraiment amorcé le cœur, bien qu'il y avait eu beaucoup de travail en amont là, qui avait été fait entre les deux organismes. Mais on peut vraiment dire que le cœur de la conception, tout ça, a débuté peut-être donc à la fin août, début septembre, avec notre embauche à moi et Bianca, donc pour s'occuper autant du déploiement de terrain que de la conception de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alpha Numérique avait de grandes ambitions. Je crois qu'on y a répondu, vous allez le voir au cours de la présentation, mais avait aussi beaucoup l'ambition d'aller, de ne pas être un projet montréalocentriste. Là. Il y avait vraiment l'idée d'aller en région, d'aller à la rencontre des gens. On voulait aussi, on en a parlé, c'était très important pour nous, pouvoir créer des maillages entre le milieu communautaire et les bibliothèques. Donc, ça aussi, ça impliquait d'aller sur le terrain, de rencontrer des lieux de rencontre, quelque chose qui nous semble un petit peu utopique avec la réalité de la pandémie. Donc, c'était vraiment, en fait, pour vous remettre en contexte, moi, j'avais été engagée comme coordonnatrice du déploiement des formations. Donc, mon travail, à la base, était de développer des tournées, en fait, pour aller rejoindre toutes les régions du Québec. Donc, quand je rentrais en poste, je m'étais attelée à faire des cartes, en fait, pour rejoindre le plus de monde possible en me disant, est-ce que c'est mieux qu'on est à Drummondville ou à Victoriaville si on compte qu'il y a 45 minutes de route entre telle ou telle place? Comment on peut rejoindre le plus de personnes, couvrir l'entièreté du Québec? Et pas que, on avait aussi l'ambition de rejoindre la francophonie canadienne. Donc, on voulait aussi trouver des lieux qui permettraient de rejoindre le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. Donc, c'était vraiment cette vision-là du projet qu'il y avait au départ. Autant dans le côté, vous allez bien le comprendre, il y avait le volet public, les formations professionnelles. On avait aussi la volonté de faire des événements régionaux pour rassembler tout ce beau monde-là puis discuter autour d'enjeux. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base sur le déploiement terrain. Et puis du côté de la conception, c'était bien le cas qui était là, que
Je ne sais pas si tu veux Oui. renchérir là-dessus. Oui, en fait, c'est ça. Donc, Audrey est arrivée à peu près, je pense, quelques semaines avant moi. Puis, je suis rentrée quand elle travaillait sur ces magnifiques cartes colorées. C'était d'une beauté. Donc, vraiment calculer tous les périmètres, à penser la tournée. Lorsque j'ai été embauchée aussi, c'était dans l'idée que j'allais partir pendant 2 semaines, peut-être 3 semaines. Un des critères d'embauche, c'était est-ce que vous avez un permis de conduire? Est-ce que vous êtes prêt à partir pendant une certaine durée pour aller donner des formations sur le terrain? Donc, c'est vraiment axé sur ça. Puis, lorsque je suis rentrée en poste niveau conception, on travaillait vraiment sur la formation pro. C'était ça, la base, le cœur du projet était de commencer par former les pros, récolter les besoins des pros pour en faire des agents multiplicateurs, comme on va l'expliquer plus tard. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses qui vont se dénouer au fur et à mesure de la ligne du temps. On comprend bien qu'on était nous deux au départ, en fait. C'était ça l'objectif. Dans la ligne du temps, dans comment c'était organisé, on avait, moi d'un côté à la coordination, toi de l'autre côté à la conception. Et puis on va voir comment ça allait évoluer, mais en fait, quand on se replonge là-dedans, on se rend compte que c'est bien loin, ma foi. Et puis, on a pu compter aussi, Fred, tu vas pouvoir nous en dire plus là-dessus. Donc, un beau partenariat. C'est ça, pendant ce temps-là aussi, moi, évidemment, je suis quand même à coordonner le projet. Donc, une fois la gouvernance mise en place, les objectifs, le plan d'action, on avait aussi besoin d'avoir des ressources pour le grand public, donc des ressources de formation. Et puis, c'est sûr que quand on a fait quand même une bonne veille sur les projets en littératie numérique qui se développaient un peu partout dans le monde d'ailleurs, et puis on a vraiment eu un coup de cœur pour le projet Les Bons Clics, qui est un projet français de littératie numérique. Et qui est piloté par une start-up sociale, donc en France, qui s'appelle WeTechCare. Donc, on voyait vraiment toutes leurs ressources, des cours interactifs, de l'auto-formation, mais en même temps des outils comme des trames d'animation pour des ateliers avec vraiment des supports. Donc, on trouvait que c'était vraiment super intéressant, ça nous inspirait et on se disait que ça serait vraiment une bonne occasion de collaborer avec eux. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de les contacter et de les rencontrer en fait au cours de l'été à Paris dans leur bureau. Je vous rassure, c'est pas le projet qui a payé mon billet d'avion et mon voyage à Paris. C'était vraiment au cours en fait, j'étais en vacances donc en France et puis je passais quelques jours à Paris, donc j'avais vraiment prévu mon coup en les contactant à l'avance avec une date bien précise. Donc, j'ai pu les rencontrer. On a vraiment beaucoup parlé de toutes leurs actions. Et puis, on s'est entendu pour finalement bénéficier de leur support, de leur contenu. Et on a signé une entente début 2020. Et puis, moi, j'ai pu, en fait, pendant tout l'hiver, adapter les contenus avec un logiciel spécifique qui s'appelle Articulate, qui permet de faire des cours interactifs. Donc, j'ai adapté le contenu au contexte québécois. Et on a pu les mettre à disposition sur notre site web. Donc, vous pouvez vraiment les retrouver dans l'espace public sur le site web d'Alpha Numérique. Oui, parce que pour la petite anecdote, c'est quand même très drôle. Tout le contenu était déjà en français, mais on réalisait que ça n'avait pas de bon sens. On ne pouvait pas proposer ça tel quel parce qu'il y avait plein d'anglicismes qui ne passaient pas chez nous, plein de petits exemples, par exemple. Des exemples qui étaient dans le contexte français. Oui, exact. Comment télécharger un fichier, puis l'exemple, c'était une chanson de Johnny Hallyday. On se disait que c'était peut-être pas le meilleur exemple à proposer. Donc, on a remanié ça de notre côté là à notre sauce, mais vraiment en s'inspirant de ce qui avait déjà été très bien fait. Donc, c'était vraiment le début de ce qu'on allait proposer comme contenu public. Et puis, voilà, donc on avance un peu dans le temps. Et puis, on vous a dit au départ qu'on était moi et Bianca du côté de l'équipe de Technoculture Club. Et on s'est bien rendu compte que c'était un travail colossal en Bianca pour toi tout seul, surtout du côté de la conception. Oui, c'est à ce moment que Aurélie est entrée à la rescousse en poste et est devenue vraiment ma partenaire, disons, de conception, facilitation au début du projet. Donc, salutations et remerciements à Aurélie. Donc, c'est vraiment
au moment où on commençait à être au cœur, où on allait animer justement, bientôt, vous allez voir, les pilotes s'en viennent sur la ligne du temps, mais on se devait absolument d'être 2 pour pouvoir concevoir le cursus assez phénoménal qu'on allait concevoir. Puis aussi, pour l'animation, ne serait-ce qu'avoir quelqu'un qui peut remarquer le senti pour les pilotes, d'être 2 personnes, ça change pour beaucoup. Donc, c'était vraiment nécessaire d'avoir Aurélie à mes côtés. Oui, puis même chose, très vite, hein, on s'est rendu compte que le communautaire aussi, qui nous était très, très cher, on en a parlé au début, mais on va y revenir beaucoup. C'est sûr qu'on avait l'intention de travailler avec les bibliothèques, mais il y avait vraiment cette idée-là que pour rejoindre les publics cibles qu'on a nommé au début, là, que le projet avait vraiment cette ambition-là de pouvoir aller rejoindre les gens qui sont vraiment touchés par la fracture numérique. On se devait d'aller sur le terrain avec les organismes qui, eux, connaissent bien ces publics-là puis qui ont une expertise qu'on n'avait pas nécessairement. C'est-à-dire que nous, on était doués pour la conception, la facilitation, on connaissait le numérique, mais vraiment les subtilités et les besoins précis de chaque public cible, c'est vraiment par le milieu communautaire qu'on voulait que ça passe. On trouvait ça beaucoup plus logique. Puis c'est vraiment un volet qu'on devait de traiter à part avec un langage qui lui est propre, un rythme aussi qui lui est propre, hein, qui est différent de celui des bibliothèques. Donc, c'est pour ça qu'on est vite venu à la conclusion que ça prenait quelqu'un pour gérer ça. Donc, c'est à ce moment-là que Danielle est devenue notre première agente de mobilisation communautaire. Puis ça marquait un peu le coup de comment on allait pouvoir avoir plus répondre de manière plus particulière aux besoins du communautaire, puis trouver le moyen de faire ce maillage-là qui était vraiment important pour nous. Donc, c'était vraiment le début de tout ça, puis vous allez voir comment ça a pris finalement la place qu'on voulait, puis ça a été vraiment intéressant. Puis une chance qu'on avait ce regard-là plus ancré là, sur le terrain, qui nous a beaucoup aidé tout au long du projet. Donc, on arrive en fait au début novembre. Hein, on se rappelle qu'on est rentré au poste, à la fin de l'été. Donc, on arrive en novembre pour nos premiers pilotes pour la formation professionnelle, le volet professionnel. Donc, on arrive avec nos premières ébauches sur le terrain. Je me souviens que notre premier pilote était le 1er novembre à Lavaltrie, je crois. Oui, non, Lanoraie. Lanoraie, c'est ça. Oui, exactement, Lanoraie. Et je ne sais pas, on avait une malédiction, hein, on se souvient, 24, la plus grosse tempête de vent possible, imaginaire qu'il y avait eu dans l'année. Tout le Québec était en panne d'électricité. On se retrouve là-bas avec notre petit stress de formation pilote et nos premières personnes contactées sur le terrain. Et en fait, il n'y a pas d'électricité quand on arrive. On donne notre formation sur nos batteries d'ordinateur parce qu'on ne peut pas se brancher. Et la bibliothèque, elle marche juste sur la génératrice. Il y a un alarme tout le long derrière qui fait bip, 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 sans arrêt. Et là, nous, on essaie de composer avec ça. Vous comprendrez que finalement, notre formation, qui était censée durer 6 heures, en aura duré une demi-journée pour notre première parce que c'était pas viable. Mais ça nous a confrontés, en fait, à ce qui allait être les défis d'aller sur le terrain, hein, qu'il y a les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas. Mais malgré tout, ça a été quand même une belle période parce qu'en plus, on a eu la panne d'électricité. La deuxième formation a été annulée à cause d'une tempête de neige un 15 novembre. Et je me souviens encore une fois, c'était toute cette logistique-là à 5 heures du matin à s'appeler parce qu'il fallait aller assez loin. Je me rappelle, c'était dans l'Anaudière, à Saint-Alexis. Je me souviens qu'il y avait une dame aussi qui venait de Donnacona qui voulait vraiment venir. Puis elle m'avait appelé que si c'était annulé, il fallait la prévenir assez tôt parce qu'elle allait prendre la route vraiment tôt. Donc, c'était tout ce casse-tête-là de logistique, de se déplacer quand même loin de Montréal pour aller sur le terrain en région. Donc, mais en fait, ça nous a... Ça fait partie, en fait, du défi terrain, puis c'était fort intéressant. Mais les formations pilotes nous ont vraiment beaucoup appris. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au départ, dans les plans initiaux, sur papier, la formation professionnelle, c'était censé être 2 jours de formation sur le terrain, suivi de 2 webinaires. Ce qui nous paraissait, en fait, on s'est vite rendu compte que c'était ambitieux. Pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas assez de contenu ou que ça n'aurait pas pu se matérialiser de cette forme-là, plus pour des enjeux purement logistiques.
justement, dû à tous ces déplacements-là, si on voulait faire une tournée en région comme ça, c'est quand même complexe de demander à des gens de faire, par exemple, 45 minutes, 1 heure de route, 2 fois pour faire 2 journées de formation. Nous aussi, on devait se déplacer dans cette optique-là. Donc, ce n'était pas simple à gérer, juste d'un point de vue logistique. C'est là qu'on se rend compte que souvent, on a les idées fonctionnent au niveau de ce qu'on veut proposer, mais dans le concret, il y a d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le contenu ou ce qu'on veut faire. Et puis, ça aussi, ça nous a vite rendu à l'évidence que ce ne serait pas possible. Puis, les enjeux de fracture numérique qu'on veut combattre avec le projet alphanumérique, bien, proposer 2 webinaires en région, ce n'était pas simple ou il n'y a pas encore tout le monde qui a des connexions aux vitesses et tout ça, même chez les professionnels. Donc, il y avait tous ces enjeux-là. Donc, on a vite remanié ça. Puis, il faut se remettre dans ce contexte-là. On était tous moins familiers avec le concept de webinaire. Donc, la formation pilote à Vietca, ça va vraiment nous avoir beaucoup appris. On a appris par rapport à qui était dans la salle devant nous, les professionnels. Qui sont tous aussi variés que leur fonction l'est, parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le milieu bibliothèque qu'on a la même réalité, que ce soit en région, en ville, dans les grandes ou les petites bibliothèques, qu'on soit bénévole, commis bibliothécaire ou dédié à l'animation. Tous ces gens-là se retrouvaient devant nous avec, oui, la volonté de rendre des services en littératie numérique, mais pas tous les mêmes rôles, pas tous les mêmes objectifs non plus, les mêmes réalités terrain. Donc, en tout, on a fait tout l'automne jusqu'au mois de décembre des pilotes. Donc, je pense qu'on a eu 5 ou 6 formations pilotes au-dessus qui ont été annulées à cause des tempêtes de neige. Mais ça a été vraiment une collecte d'informations hyper importante là, pour pouvoir continuer par la suite. Toi, t'avais-tu un ressenti par rapport à tes expériences? Comment tu l'as vécu sur le terrain? Ouais, ben en fait, ça a été vraiment, tu sais, on s'entend que le milieu des bibliothèques, c'est quand même un milieu qui est unique, qui a ses codes, qui a ses réalités. Puis je pense qu'on arrivait peut-être plus avec, de mon côté, plus une expertise sur le milieu communautaire. Fait que c'était vraiment d'apprendre justement les différents corps de métier, les différentes dynamiques qui découlaient du milieu des bibliothèques, puis de voir comment justement les personnes du milieu des bibliothèques souhaitaient se positionner par rapport à ce virage numérique. Fait que sur ça, ça a été super enrichissant. Puis bon, la panne d'électricité, c'est juste à quel point est-ce qu'on ne peut pas éviter. Il y a plein de façons dont l'exclusion, ou en tout cas les limitations numériques se manifestent. Puis ça c'était comme un peu ironique que notre première journée soit qu'on vive la fracture numérique, en fait, parce qu'on n'était pas capable d'avoir nos outils technologiques pour faire la formation. C'était un beau rappel à l'ordre, en fait. Donc, exact. Mais oui, c'est ça, puis ça a été, c'est ça. Moi, ce que j'en retiens, c'est beaucoup aussi la rencontre entre le théorique et la pratique, là. Donc, il y a ce qu'on contrôle, ce qu'on ne contrôle pas, les milieux, toutes ces petites particularités-là d'arriver dans une nouvelle bibliothèque ou un nouvel organisme qu'on ne connaît pas, s'installer. Tout ça, ça prend du temps, ça demande, puis c'est pas le fait qu'on n'est pas prêt au niveau de ce qu'on voulait présenter comme contenu, mais c'est vraiment quelque chose qui nous rattrapait à chaque fois, puis qui était... avec lequel je pense qu'on a pris beaucoup d'expérience et d'assurance par rapport à ça. Donc, vivement cette période de pilote qui nous a permis de faire quand même plusieurs modifications quant au choix de la formation, qu'on a ramené à une journée de 6 heures avec un volet plus théorique au début puis plus pratique mise en action. On allait présenter tous les outils qui devaient permettre aux gens de redonner nos contenus alphanumériques puis de devenir des agents multiplicateurs du projet. Donc, on se rappelle que c'était vraiment ça l'objectif. Oui, sensibiliser aux enjeux de la littératie numérique, mais aussi faire en sorte que les gens s'investissent eux aussi dans la cause puis aient envie de redonner des ateliers sans qu'il y ait besoin de les concevoir eux-mêmes. Donc, c'était ça le but, c'était qu'Alphanumérique devenait un espèce d'outil où, oui, je comprends l'intérêt de donner des services en littératie numérique dans mon milieu, mais non, je n'ai pas nécessairement le temps ou les compétences pour concevoir moi-même des outils didactiques pour le faire. Donc, Alphanumérique devenait cette clé-là où on allait leur proposer des trames d'atelier, des outils, des scripts, des petites activités interactives. Tout ça pour faciliter le travail puis le fait que la littératie numérique puisse prendre la place qu'elle mérite dans leur milieu, puis avec un service plus ou moins homogène, qu'on soit dans une bibliothèque en ville ou en région, que tout le monde ait accès aux mêmes outils. Donc, c'était vraiment ça, la clé. Donc, la formation professionnelle avait occupé beaucoup de place de notre première automne, mais il faut se rappeler qu'on avait le volet public qui devait avancer en même temps.
c'était ça le gros défi, c'était de concevoir les activités publiques qui devaient aussi euh, être prêtes. Oui, puis là, comme Frédéric l'a dit un peu plus tôt, on était avec les thématiques des bons clics qui allaient se retrouver sur le site web comme outil, mais aussi être des trames qu'on comptait redonner sur le terrain. Mais il fallait québéciser, permettez-moi l'expression, ces fameuses trames et ces fiches résumées. On avait des thématiques étrangement, c'est drôle, je suis retombée sur la liste, puis ça ressemble quand même à ce qu'on fait encore à ce jour. Je pense qu'on ne s'est pas trop éloigné des thématiques de base. Donc, il y avait l'ordinateur, Internet, la tablette. La tablette, on a décidé en fait de développer un petit peu plus à notre façon le contenu parce qu'on voyait que c'était une thématique qui était très demandée par les gens. Puis, on souhaitait aller un petit peu plus en profondeur que les exercices des bons clics sur cette thématique-là. Les réseaux sociaux qu'on a choisi de traiter d'une façon un peu plus éthique aussi. Les fausses nouvelles, vous allez voir, il y aura une belle surprise pour cette thématique-là. Puis la gestion des données infonuagiques. Donc, pas mal tout ça, là, on le retrouve encore dans notre cursus, mais disons que ça s'est bonifié, optimisé. Donc, on partait avec des bases quand même solides avec cette belle première mouture. Oui. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça fait longtemps qu'on parle alphanumérique. Vous êtes ici devant nous parce que vous êtes au courant, mais pendant ce tout-là, on avait un peu l'impression de travailler en cachette. En fait, c'est un peu ça, hein? Parce qu'on a un peu lancé les premières coms en Fred vraiment à l'automne aussi. Oui, on a fait quelques petites présentations, notamment au congrès des professionnels de l'information pour présenter le projet, mais disons qu'au début novembre, on a vraiment organisé un webinaire pour le personnel des bibliothèques et là, c'était un peu... je dirais que c'était vraiment l'annonce officielle du projet, de la manière dont on allait fonctionner, nos objectifs, notre mandat, et puis aussi quel rôle les bibliothèques allaient jouer en fait dans le projet. Je crois que c'était important c'est sûr qu'il nous avait fallu un peu de temps pour justement élaborer tout notre plan d'action, puis savoir être à peu près sûr de comment on allait fonctionner, puis de le présenter aux bibliothèques. Donc, on a présenté le cursus. Là, le côté aussi où on comptait sur eux pour se former et être des agents multiplicateurs, ça c'était vraiment important. Aussi de nous permettre d'aller faire des ateliers donc sur le terrain pour leur public et de travailler aussi avec les organismes communautaires donc autour d'eux. Et puis aussi, on a présenté la logistique, donc la tournée. Donc, Audrey-Anne, justement, on parlait des cartes tout à l'heure. Audrey-Anne a présenté ses cartes lors de ce fameux webinaire qui était vraiment officiellement le lancement du projet, donc la première grande communication finalement à nos bénéficiaires. Oui, parce que quand on se remet dans le contexte, c'est qu'il fallait dire, c'est que par exemple, il fallait par exemple pouvoir contacter les bibliothèques, par exemple, de la BTB, Témiscamingue, dans la période où on serait là-bas, qui était prévue, je me souviens, septembre et octobre. Donc, nos activités là-bas ne pouvaient pas se donner à un autre moment. Il y avait toute cette logistique-là. Donc, il fallait aussi que le monde nous suive, mais qui suivent ce qu'on avait prévu. Il y a toute cette logistique-là derrière. Puis, avec le recul, maintenant, c'est facile. Quand j'appelle une bibliothèque, bonjour, c'est Audrey-Anne d'Alphanumérique. Maintenant, ça passe bien, mais avant, personne ne savait on était qui, donc fallait aussi, c'était comme les premières fois où on avait un contact avec vraiment ceux qui allaient être notre public, en fait, puis ce qui allait faciliter après le déploiement, mais ce n'était pas simple au début de faire ce réseau de communication-là. Donc, c'est tous les éléments qui se sont mis en place peu à peu. Oui, ça s'est mis en place, puis c'est sûr qu'après, on a eu plusieurs occasions d'aller... communiquer sur le projet dans les milieux, notamment à la table des directeurs généraux, des réseaux biblios. On est allé aussi en Ontario, donc à l'association des bibliothèques ontariennes, enfin francophones ontariennes, etc. Donc, puis vous allez voir aussi, on a sur la ligne du temps, on a plusieurs événements comme ça qui jalonnent le temps. Et puis, arrivé au mois de novembre aussi, comme on vous en a parlé dans le cursus tout à l'heure, les fausses nouvelles étaient vraiment un sujet dans la liste des thématiques qu'on avait repérées. Et puis, on a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, maintenant le CQMI, le Centre québécois d'éducation aux médias,
mais à l'époque, c'était la fédération, donc nous a contactés parce qu'eux, ils avaient développé en fait un projet qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire, qui est vraiment, qui était déployé dans les milieux scolaires. Donc, des formations sur la sensibilisation aux fausses nouvelles auprès des jeunes. Et leur intention était vraiment de permettre en fait à plus de citoyens de bénéficier de ces formations-là, et notamment en bibliothèque. Donc, on a été rejoint par la FPJQ et, pour collaborer, puis on les a rencontrés. Et c'est vraiment un partenariat qui a abouti, qui a vraiment été excellent dans le sens où on a pu compter sur eux pour concevoir des formations, donner des formations depuis le début jusqu'au 31 mars. Ils sont avec nous pour offrir des ateliers sur les fausses nouvelles. Et on a pu aussi développer des cours interactifs avec eux, donc 2 cours interactifs qu'on a mis à disposition aussi sur le site web. Donc, c'est vraiment, en tout cas, on a eu une très belle collaboration avec la Fédération des journalistes du Québec. Puis, du coup, 30 secondes a pu vraiment bénéficier à tous les citoyens qui participaient à Alphanumérique. Oui, puis on a compté, c'est ça, sur une équipe de journalistes qui venaient donner pour nous les formations qui étaient disponibles. Donc, c'était vraiment un beau partenariat qui a porté ses fruits, puis qui est mieux placé qu'eux pour venir parler des fausses nouvelles. Donc, il y avait vraiment quelque chose de super intéressant là-dedans. Puis, comme tu dis, il y a encore des formations 30 secondes qui se donnent en ce moment jusqu'à la fin. Donc, c'était vraiment un beau partenariat. Donc, on continue d'avancer un petit peu. On arrive, en fait, c'est ça, la conférence à Toronto, hein, qui était quand même... Ça a été quand même un point tournant, je pense. Mais on était vraiment dans notre lancée là, justement, on voulait faire le hors-Canada, comme mentionné. On le fait aussi, mais à ce moment-là, la COVID n'existait pas encore. On était à Toronto. On en entendait parler quand même. Un petit peu. Il y avait des petits murmures entre les branches, mais quand même, on était à Toronto, au centre des conférences, là, en dessous de la tour du CN, la méga conférence, super conférence qu'ils disent HOLA, où je pense qu'en Ontario, il y a vraiment une grande culture des bibliothèques. Donc, c'est la super conférence de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. Moi et Jean-François, on donnait justement une présentation en anglais pour parler du projet puis de ses objectifs. Il y avait quand même des gens présents à la conférence, puis il y a beaucoup de conférences à HOLA qui se donnent en même temps. Et on avait une bonne réception de l'audience. Il y avait des questions, des personnes qui se demandaient si nos contenus allaient être traduits. Donc, il y avait vraiment un intérêt foisonnant, une lancée à ce moment-là. Donc, je pense que ça a été un des moments un peu clés du parcours avant la COVID. Le volet hors Québec, je ne sais pas si on l'a assez souligné, hein, qu'il y avait dans Alphanumérique un volet de rejoindre la francophonie canadienne. Hein, puis donc, on avait besoin de ces contacts-là. Puis on était vraiment lancés. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Puis on mettait les efforts pour que ça fonctionne, en fait, avec cette conférence-là qui était... Oui, c'est ça. Ça a été un peu la suite de notre rencontre avec la Beau-Franco. Donc, il y avait la conférence HOLA. Puis, on avait aussi un petit kiosque d'une journée aussi. On a rencontré des gens. Donc, c'est ça. C'était la deuxième, on va dire, le deuxième contact avec les communautés francophones hors Québec. Oui. Et puis là, on avance, on voit que le volet pro a été toujours en cours, mais là, on arrive enfin à pouvoir aller sur le terrain avec le volet public, en fait. Puis nos premiers contacts avec le public, ça va se faire beaucoup, justement, du côté communautaire. Oui, on commence avec le Jardin de Jouvence, un beau partenariat. On va y aller plusieurs fois. Et dès là, on commence déjà à avoir un peu cet ADN TCC, un peu le côté communautaire qui se manifeste dans Alphanumérique, où on a voulu vraiment recueillir les besoins du Jardin de Jouvence. Puis, beaucoup des membres exprimaient une certaine anxiété à apprendre sur les technologies. Donc, on avait donné une première causerie. Donc, on est allé dans un échange un petit peu plus informel, présentation, où on racontait comment la technologie avait toujours fait partie de leur vie, puis comment la technologie a évolué, puis dans le but, en fait, justement, de dédramatiser un peu la nouvelle technologie, de rendre ça plus accessible, de calmer les stress, les anxiétés, puis de se positionner d'une façon un peu plus accessible pour ces personnes. On est retourné à plusieurs reprises. On a surtout travaillé sur la tablette
justement au Jardin de Jouvence. Donc, ça a été un beau premier partenariat pour faire des pilotes justement sur nos contenus puis améliorer nos formations sur la tablette. Ça aurait été vraiment un terrain de jeu de conception assez important. Il y avait cette volonté-là de pouvoir proposer un contenu qui était adaptable et modulable pour des besoins précis de chaque public cible. Donc, de dire, oui, on a un cursus de formation, mais comment on peut faire pour que telle ou telle personne puisse se sentir rejoint par cette proposition-là. Donc, l'exemple de la causerie qui permettait de répondre aux enjeux de stress qui étaient vécus en était un bon exemple, mais on va avoir tout au long du projet plein de petites façons d'adapter notre cursus. On pourra vous en redonner des exemples, mais des fois, c'était pas grand-chose. Des fois, c'est adapter le vocabulaire, le rythme, les exemples, donc d'apporter juste quelques attentions particulières à des besoins précis. Puis ça va vraiment être des demandes auxquelles on va répondre favorablement dans la mesure où on était capable de le faire. Puis c'était vraiment important et ça passait par notre agente de mobilisation communautaire. Là. On n'oublie pas ce rôle là, crucial qui faisait un point pivot là, entre ces milieux-là et nous, en fait. Et puis, on arrive aussi on a vécu les pilotes pro, mais là, il fallait faire les pilotes publics. Et donc, on est au mois de février avec Aurélie qui s'est rendue à Rouyn-Noranda dans cette volonté-là d'aller sur le terrain en région, faire nos premiers pilotes publics. Donc, c'était vraiment, en fait, encore une fois, ça nous a permis de nous adapter, d'aller voir comment ça serait reçu auprès du public, comment adapter nos techniques d'animation. Donc, c'était vraiment le lancement du côté public puis pendant ce temps-là, nos formations pro, là, on était plus rodés, ça roulait en même temps. Donc là, on se sentait prêt à pouvoir gérer les deux volets en même temps et côte à côte. C'est pour ça aussi qu'on engage. Hein, vous allez voir là, de plus en plus les boîtes d'embauche. Donc, Romain qui vient en renfort pour l'animation. Et puis... Oui, puis Romain qui a été vraiment embauché, c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de présentiel pour faire de la conception aussi, mais surtout pour la facilitation. Ouais. Puis une de ses premières formations, c'était au Jardin de Jouvence et c'est la première, malheureusement, pas la dernière des animations qui aurait été annulée à cause de la COVID. Donc, je me souviens encore le matin, formation à Romain, j'étais comme, bon, Romain, là, c'est toi, là, t'as le lead aujourd'hui. Puis on arrive, puis finalement, non, on annule, on n'est pas trop certain avec la COVID, on aime mieux pas prendre de chance. Donc là, on commence à sentir un peu les choses trembler. Ça commence Exactement. Alors que tout était prêt, en fait, le déploiement de terrain, on avait plein de réservations, plein d'intérêts. Puis Audrey, tu étais vraiment dans la logistique jusque-là. Et un beau jour de mars. Oui, c'était vraiment ça, en fait. C'est cette journée qui, vous l'avez certainement vécue vous aussi à votre façon, mais moi, je me souviens comment ça s'est passé. On était enfin prêts, puis on voulait être crédible, on ne voulait pas avoir l'air d'annuler pour des mauvaises raisons. On était, aussi, il faut se rappeler que quand tout ça est arrivé, c'était une réalité qui était très montréalaise, c'était pas rendu encore en région, donc on avait ce questionnement-là éthique aussi. Est-ce que nous, de Montréal, on a le droit de se rendre dans nos formations en région? Il y avait vraiment tout ça, mais on était prêts, puis c'était vraiment là, ça commençait à faire ça, comme tu l'as dit, Fred. Nos réservations s'en allaient, je me souviens, à POC numérique à Québec, où on allait avoir une semaine intensive, où on allait donner de 2 à 4 fois. En fait, on partait à 6 par jour. Oui, pendant 10 jours, 2 à 4 pendant 10 jours pour faire ce festival numérique-là. C'était notre premier gros contact, en plus de plein d'autres petites réservations. Les formations pro, on était à 2 par semaine, tout l'hiver, tout le mois de mars, et tout le printemps était déjà prévu pour les formations pro. Donc, c'était là, on était dedans. Là. Enfin, on voyait là, les résultats de tout notre travail de conception et vient le 13 mars 2020. Et tout s'effondre un petit peu. On est dans un petit moment de qu'est-ce qu'on fait. On se rappelle que notre objectif, c'est de former les gens à la littératie numérique de base. Donc, comment utiliser Internet, comment utiliser l'ordinateur. Fait que pour nous, c'est complètement... ça en est même difficile de s'imaginer qu'on pourrait aller faire ça en ligne. On ne savait même pas trop comment se positionner. Donc, ça a vraiment changé nos plans.
Comme tout le monde, là, je sais qu'on n'est pas les seuls. La majorité des projets ont vécu ça dans tous les milieux. Mais vraiment, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est surtout, je pense, c'est le point où on était. Hein. Ça coïncidait avec le moment où on se sentait enfin prêt, puis enfin tout était coordonné pour que Alpha Numérique prenne son envol, puis soit là. Puis c'est exactement à ce moment-là où tout s'arrête. Donc, ouais, ça nous avait mis un gros coup moral. Hein. Ouais, on est resté un peu en stand-by par rapport aux ateliers pendant quelques temps. Puis, on a quand même eu le site web qui était prêt à ce moment-là aussi, mi-mars. Donc, tout l'automne, moi, j'avais travaillé avec My Little Big Web, qui est l'agence qui a développé le site web. Donc, on a travaillé ensemble à développer notre plateforme. C'était vraiment important, nous, d'avoir cette présence-là en ligne. Et puis, de pouvoir aussi mettre à disposition toutes les ressources qu'on était en train de développer à l'époque. Donc, le site web a été conçu en 2 volets. Donc, on avait un espace public donc, par défaut pour le grand public où on a toujours les ressources d'auto-formation, la possibilité de s'inscrire aux activités qui étaient programmées. Et puis, tout l'espace pro, en fait, qui nous permettait de mettre à disposition nos ressources pour donner des formations, donc toutes les trames, etc. Et puis, nos webinaires, la possibilité de s'y inscrire aussi également. Donc, c'est vraiment important. Disons que on était impatients aussi de mettre en ligne, d'avoir cette présence en ligne. Et c'est arrivé voilà, en même temps que notre fameuse COVID. Mais au moins, ça nous rendait visible et concret. On se disait qu'on ça. était encore là. Ouais, au ouais. moins. Donc, voilà. Il y avait Puis de l'espoir. après, c'est ça, on a eu quelques semaines d'interrogation à savoir est-ce qu'on va revenir, est-ce qu'on ne va pas revenir. Et on va voir la suite. Oui, donc là, vous allez voir commencer à voir apparaître les petites boîtes de statistiques. On voit quand c'est les débuts, on a en jaune tout ce qui touche aux formations pro, le nombre de participants au moment de la COVID où on était rendu. Donc, on voit que les formations pro, ça commençait, comme je disais, on en avait des dizaines là, de prévus. Donc, on était bien partis. On avait comme ambition de former environ 1000 personnes. Donc, le rythme qu'on avait nous permet peut-être de rêver que ça serait possible. Et puis, le volet public, comme on l'a bien expliqué, hein, c'était le lancement. C'était vraiment les débuts. On venait de faire les pilotes et puis le mois de mars, c'était notre lancement officiel grand public. Donc, là, on voit les chiffres qui correspondent à ce qu'on avait fait comme pilote. Et puis, on était comme... vous allez pouvoir voir comment ça évolue. Mais c'était comme un drôle de moment. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Hein? Parce qu'on a bien vu vite, hein, on rentre dans qu'il fallait se retourner puis se réinventer. Hein? C'est ça qu'il fallait faire. Donc, on a accepté la situation puis qu'on allait essayer de proposer quelque chose en ligne. Donc, je pense que c'est Bianca, comment... Oui. Dans le fond, c'est ça, on s'est dit qu'on devrait offrir un cursus qui serait adapté à la réalité du en ligne. Donc, on a vraiment repensé notre offre. Vous voyez le nom des ateliers qui apparaissent là. On est allé dans l'optique que peut-être qu'on ne rejoindrait pas certaines personnes qui n'ont jamais utilisé un ordinateur, mais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un ordinateur, qui utilisent le web, dont l'identité numérique pourrait quand même bénéficier de s'améliorer, puis qu'on peut être débutant sur certains aspects, que ce soit, on peut avoir des bonnes connaissances en éthique, mais une moins bonne technique, ou l'inverse, c'est-à-dire des gens qui comprennent un peu comment l'ordinateur fonctionne, mais pour qui, par exemple, les fausses nouvelles, c'est un bon exemple, c'est plus dur à démystifier, le cyberharcèlement, la sécurité en ligne, la fraude en ligne qu'on voit beaucoup de ces jours-ci qui prend beaucoup d'ampleur. Bien, déjà là, on s'est dit, ça semble être des thématiques sur lesquelles on peut agir, puis on peut former les gens. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut rejoindre les gens qui sont sur Internet, mais qui sont le plus de base, mais qui sont quand même présents sur le web? Donc, on s'est lancé dans ce magnifique cursus de conception. Il y a eu aussi un volet pro à ça, Audrey. Oui. On va y venir, mais je pense aussi on envisageait beaucoup. Alpha numérique, c'était vraiment la littératie numérique de base. Hein. On se rappelle, c'était vraiment l'ordinateur, l'Internet, c'était beaucoup ça, mais c'est comme si on envisageait la littératie numérique de manière très, très binaire. Hein. Ceux qui n'ont pas de connaissances, puis ceux qui sont capables, comme nous, ceux qui travaillent, mais qui avaient peut-être moins
de compréhension de ce qui se passait qu'est-ce qui se passe quand j'ai un ordinateur, j'ai une adresse courriel, j'ai une tablette, mais est-ce que je suis vraiment 100% à l'aise dans toutes les autres sphères qu'on comprend qui sont plus que la technique et le côté pratique. Donc, c'est vraiment là qu'on a décidé de jouer nos cartes. Puis je pense que ça a porté fruit parce que ça nous a positionnés en quelque sorte sur cette sphère-là, plus sociale, plus éthique, plus le côté réflexif, sécurité. Et puis je pense qu'on y a pris plaisir aussi, puis qu'il y avait un réel besoin, puis que finalement, ça ne nous éloignait pas tant du public qu'on voulait rejoindre au départ. Hein. On a quand même réussi, je pense, à combiner les deux, puis à s'adresser quand même à un public qui avait besoin de ce type de formation-là. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a impliqué presque une refonte complète de notre catalogue en très, très peu de temps. Oui, on avait des éléments sur la sécurité en ligne, par exemple, qui se retrouvaient dans notre premier cursus de formation, mais il a fallu mettre vitesse grand V, refaire en fait tout un programme de formation qui allait pouvoir se donner en ligne, parce qu'animer en ligne puis animer en présentiel, on s'entend que ce n'est vraiment pas la même façon de faire. Donc, il fallait refaire tout ça. Donc, alors qu'on venait juste d'être prêt de terminer nos formations, mais c'est pas grave, ça faisait partie de la situation, puis on s'en est bien tiré. Même chose pour la formation pro, en fait. Donc, en juin, on décide on a travaillé là-dessus au printemps, là, mais on a décidé d'accepter que ça serait la réalité, puis de ne pas attendre un retour en présentiel. On a quand même bien fait, parce que ça aurait été long. Donc, notre journée de formation, qui était sur 6 heures à la base, on a décidé de la séparer en 3 volets, ce qui nous a permis d'offrir 3 webinaires, dont un qui était vraiment l'introduction aux enjeux de la littératie numérique, qui était beaucoup de la sensibilisation, une compréhension des besoins. On proposait aussi des nouvelles façons d'envisager la littératie numérique, justement, qui n'étaient pas juste autour du côté pratique, d'amener tout ce côté-là de sécurité en ligne, gestion de l'information. Donc, ça, c'était pour l'introduction. Puis, on avait un deuxième webinaire qui était vraiment axé sur les techniques d'animation et de facilitation. Donc, la gestion de groupe, l'organisation de l'espace, c'était vraiment plus pratique. Et puis, on avait aussi une présentation des outils du site Internet Alphanumérique, parce qu'on s'est vite rendu compte que notre beau site Internet n'était pas si facile à comprendre que ça, puisqu'on avait énormément de ressources qu'on voulait promouvoir. On vous a parlé là, des scripts, des trames d'ateliers, des outils interactifs. Donc, on sentait le besoin là, de présenter tout ça, puis de faire un peu le ménage, là, puis de rendre ça plus digeste pour les gens qui voulaient participer à Alphanumérique. Donc, on a lancé ça en juin, tout l'été. Et puis, je pense que ça a été assez salvateur d'un côté, parce qu'un des grands défis de notre formation en présentiel, c'était, comme on disait, de rejoindre la multitude puis le côté pluriel là, des gens qui se trouvaient face à nous. On vous a dit là, qu'on s'adressait autant aux bénévoles qu'aux bibliothécaires, qu'aux commis, qu'aux techniciens en documentation, qu'aux gestionnaires de bibliothèques. Il y a une multitude de métiers qui se retrouvent entre le milieu communautaire puis des bibliothèques. Et puis, j'ai l'impression que notre formule en 3 volets comme ça permettait aux gens d'avoir une formation un peu plus à la carte, peut-être, d'aller chercher exactement en fonction de leur rôle ce qu'ils ressentaient avoir le besoin. Fait que j'ai vraiment l'impression que, bien que j'avais confiance en notre formation en présentiel, puis que si on avait la chance de la redonner, je trouverais ça très, très intéressant. Mais j'ai vraiment l'impression que le fait de pouvoir scinder notre formation a aussi permis peut-être de mieux s'agencer à la multitude des besoins qu'il y avait sur le terrain. Donc, des fois, tous ces petits imprévus-là ne sont pas nécessairement négatifs. Là, du côté de la formation pro, je pense même que ça a pu être un plus. Et puis, bien, ça nous a permis aussi de rayonner beaucoup plus grand. On parlait, les tournées, tout ça, c'était pas facile nécessairement de rejoindre les professionnels dans leurs horaires des moments précis. Donc, la formation en ligne a donné beaucoup plus de flexibilité, en fait, à ces formations-là. Fait que je pense que ça a donné un bon coup de pouce à notre volet pro, finalement. Donc, moi, j'en suis assez fière de comment on a réussi à tourner la formation de manière assez positive, finalement, du côté du volet pro. Et puis, même chose pour les collations numériques qui sont un bel ajout là, qui arrive à la fin de l'été 2020, puis vraiment 2021, pardon, puis c'est vraiment un bel ajout, Bianca. Oui.
Et je vais juste rapidement, je trouve que le temps passe comme vite, là, puis il nous reste juste une demi-heure, fait que je vais juste comme faire un petit rappel parce que c'est super intéressant, on a plein de choses à dire, mais là, je vois qu'il nous reste 2 ans à couvrir. Donc, juste au sujet des collations numériques, ben c'est ça a été lancé, c'est Aurélie qui a fait la première collation numérique. Ensuite, je crois qu'Audrey-Anne, toi, t'en as animé une, puis j'ai repris le flambeau par la suite, mais ça a été un total de 19 activités visées pour les pros. Donc, on est allé dans un cursus un petit peu plus qui sortait un peu de notre littératie, formation pro de base. On a abordé des thématiques comme l'intelligence artificielle, comment en parler avec ses publics, comment justement intervenir au sujet du numérique avec les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. On a abordé des projets comme le projet Someone, Passerelle, une plateforme collective et éthique québécoise. Donc vraiment, il y en a eu pour tous les goûts. Tekimamu aussi, que je tiens vraiment à nommer, qui a fait une superbe collation sur leurs actions pour aider à former au sujet de la technologie puis à préserver le patrimoine autochtone. Donc, on a vraiment voulu rejoindre nos publics cibles et parler de comment les professionnels peuvent s'améliorer avec ces publics-là qui sont très proches de notre cœur chez Alpha Numérique. Oui, puis je pense que c'est important de souligner le travail de Danielle aussi, là, qui était notre agent de mobilisation communautaire. Fait que c'était vraiment elle qui avait pris le dossier au départ. Puis c'était aussi une façon, en fait, d'aller chercher ces liens-là avec le milieu communautaire qui était plus difficile à avoir au début de la pandémie, puisque les organismes ont été vraiment affectés là, par ça, comme tous, mais vraiment le milieu communautaire, c'était pas évident à ce moment-là. Donc, il y avait vraiment cette mise en valeur-là de leurs initiatives là, qui a été bien réussie, je crois, puis ça a été bien reçu parce qu'on a eu, au total, ça va être presque 600 personnes là, qui ont participé à nos événements numériques. Donc, on avance, comme tu dis, on voit le temps filer. Mais je tiens quand même à souligner là, au mois de septembre l'arrivée de Virginie, qui était aux communications puis qui est notre nouvelle directrice exécutive. Vous allez l'entendre un petit peu plus loin sur son travail, mais ça a marqué un gros point de tournant dans justement comment l'essor des communications puis le fait de travailler mieux, d'agencer mieux ça, a vraiment aussi propulsé Alpha Numérique puis permis de le faire rayonner. Vraiment, ça a eu des beaux impacts. Donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et on arrive à l'automne, ce moment assez... un point tournant dans le projet, en bien de cas. Oui, vraiment, parce dans le fond, on a eu notre première programmation publique qui est apparue. Par contre, Zoom n'était pas connu vraiment dans ce temps-là, puis on pouvait juste pas imaginer qu'on allait rejoindre des personnes débutantes sur Zoom. Puis même, je pense que le nom Zoom n'était même pas quelque chose auquel, peut-être que nous, on l'utilisait pour nos réunions, je ne suis même pas certaine. Donc, ça s'est fait sur Facebook et c'était des ateliers pré-enregistrés qu'on diffusait avec un animateur qui était présent pour répondre aux questions. Donc, aussi par souci logistique, parce que l'équipe était un peu moins grande, on diffusait des ateliers qu'on avait déjà enregistrés et on assurait une présence pour répondre aux questions. Audrey, est-ce que tu as un peu des chiffres de combien de gens on a rejoint quand même? Mais en fait, les statistiques sont extrêmement dures à voir pour cette période-là parce qu'il y avait tout le côté de visionnement Facebook qui était difficilement comptabilisé, mais en fait, on va le voir un petit peu plus loin. Là. On avait réussi à rejoindre à peu près, c'est ça, peut-être 500 personnes de cette façon-là. Il y avait comme quelque chose aussi qui était plus froid, le fait que c'était préenregistré, tout ça, mais d'un autre côté, dans notre tête, comme tu l'as bien expliqué, c'était complètement absurde pour nous d'essayer de rejoindre les gens en leur demandant de se connecter à une plateforme comme Zoom. Fait qu'on essayait d'être le plus démocratique possible. On se disait que Facebook était une solution. On voulait aussi ne pas mettre le fardeau sur les bibliothèques et les organismes. C'est ça aussi. Ouais. On l'avait lancé parce qu'on avait aussi des bibliothèques qui étaient vraiment dans la gestion de la pandémie dans leur propre milieu avec des effectifs réduits. Pas mal de bibliothèques en région qui étaient fermées même par manque de personnel ou qui n'étaient plus capables d'offrir des activités. Et donc, on ne voulait pas leur laisser le fardeau, comme tu dis, de la logistique, donc les inscriptions, rejoindre les gens pour leur faire de la promotion, etc. Donc, on avait vraiment pris en main cette première offre en fait, de formation publique avec un calendrier qui était national, donc vraiment une diffusion tel jour, telle heure. Mais je voulais quand même dire que pour les statistiques, même si on n'a pas pu comptabiliser tout le monde, en fait, quand même, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, puis on les a mis sur YouTube aussi,
On avait comptabilisé avec les connexions live et en différé à peu près 6000 personnes quand même tout l'automne, finalement, qui ont regardé nos activités en ligne. Donc ça, c'était vraiment la C'était pas première perdu parce qu'en fait, façon dont on a procédé. Puis toutes ces vidéos-là ont aussi permis d'être des ressources après qui sont encore accessibles. Donc, ce n'était pas du travail perdu. C'était vraiment une autre vision, une autre conception qui témoigne aussi de nos apprentissages par rapport à la pandémie, Zoom, le côté interactif, animation en ligne qui était nouveau, tant pour nous que pour vous. Maintenant, ça nous semble tout à fait banal de proposer des activités en ligne, mais ce n'était vraiment pas le cas à ce moment-là. Moi, je me souviens qu'en tant que coordonnatrice, j'avais vraiment le souci de qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème technique à la bibliothèque, on ne pourra pas le résoudre, puis je ne voulais pas que ça retombe là-dessus. Il y avait toute cette idée de logistique-là qui nous paraît peut-être lointaine, mais je ne sais pas si vous avez assisté à nos formations préenregistrées qui se donnaient sur Facebook. Là. Vous pouvez nous faire signe si oui, mais c'était vraiment complètement un autre monde, mais c'était nos débuts, en fait, de nos activités en ligne. Donc, on va avancer, puis on va souligner l'embauche c'est ça, souligner mon collègue Frédéric Séguin qui m'a rejoint en fait au sein de l'équipe BiblioPresto et qui est ici aujourd'hui parmi nous. Donc, Frédéric est resté 1 an à mes côtés, puis ça a été vraiment une collaboration super. Enfin, il m'a vraiment beaucoup épaulé en fait sur le projet, puis il a même piloté pas mal de choses de son côté, notamment l'offre en anglais que je vais vous expliquer un peu plus tard. Le recrutement des formateurs externes aussi, dont je vais vous parler plus tard, les démarches hors Québec, beaucoup de communication et de promotion hors Québec. Et puis, il a pas mal participé aussi à la formation pro qu'on a revue et dont on va vous parler plus tard. Donc, vraiment un apport considérable dans le projet, puis on le remercie beaucoup. Oui, effectivement, ça a été une aide précieuse. Et donc, là, on voit les statistiques qui augmentent, qui bien sûr ne tiennent pas compte des statistiques que Frédéric vous a partagées au niveau des visionnements. On était vraiment dans les gens qui se connectaient à nos petits Zooms et vraiment qui étaient en ligne avec nous. Et puis, c'est là aussi qu'on s'est mis à se dire que ce ne serait pas viable, ces vidéos-là, que oui, il y avait une belle intention derrière, mais on a comme accepté que la pandémie était là pour rester. On a fait du déni longtemps, mais que là, on allait proposer une vraie offre d'activité en ligne qui allait se passer sur Zoom. Et puis là, on a eu vraiment tout notre système on a organisé une plateforme de réservation en ligne avec des créneaux vraiment précis où on pouvait réserver. Et puis, en fait, c'est assez fou parce qu'on a lancé ça à l'automne. Au départ, on avait prévu c'était pour l'hiver, 19 plages horaires par semaine, en fait. Puis on se demandait si c'était trop. Est-ce que les gens vont répondre présent? Et en 2 jours, en fait, quand on a lancé ça, toutes nos plages horaires étaient complètement pleines. Fait qu'on a vraiment vu qu'il y avait un intérêt pour nos formations. Donc, on s'est vite reviré de bord, si je peux dire. Puis, on a décidé d'augmenter ça à 30 plages par semaine. Donc, on était à une moyenne de 120 ateliers par mois et parfois même des fois plus parce qu'en fait, on avait 4 comptes Zoom qui roulaient en simultané qui nous permettaient de donner des ateliers matin, après-midi et soir. C'est ça, en moyenne, c'était 3 plages, mais des fois, on montait à 4. On a même des fois allé jusqu'à 5 quand on faisait appel aux liens externes. Donc, c'était toute cette logistique-là là, de gérer sur quelle activité allait être sur quel compte Zoom, envoyer les liens Zoom, envoyer les documents. En fait, ça a été de mettre en place beaucoup de structures. Certainement que parmi vous, il y en a qui ont participé à ça. Donc, comment on allait faire pour participer, pour partager les descriptions, les visuels, pour pouvoir faire la promotion. Tu sais, il y avait tous ces enjeux-là, vu que nous, on se mettait à ne plus contrôler 100% de l'organisation des activités. Parce que c'est ça ce qu'il faut préciser, c'est que cette fois-ci, on proposait aux bibliothèques et aux organismes de réserver leur atelier en Zoom, ce qu'on n'avait pas proposé au cours de l'automne. Exactement. Donc là, on laissait la main aux bibliothèques à tout ce qui est inscription, promotion, mais on avait quand même, on leur a constitué une trousse spécifique avec tous les outils qui étaient clés en main. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une super réponse. Il y a eu plein de réservations. On a été En fait, à partir de l'hiver 2021, on a roulé avec des centaines d'ateliers chaque mois. Et là, c'est ça. Fait que là, on vous a dit, on est passé des ateliers préenregistrés à
30 ateliers par semaine, donc en l'espace de quelques semaines, en fait. Là. Donc là, ça nous prenait une nouvelle équipe d'animation. Donc là, on a vraiment procédé à une grosse vague d'embauche. Puis je tiens vraiment à souligner là, leur nom, on les nommés, même si je vois le temps qui fait. Là. Donc, première vague d'embauche, donc Asline, Louisa, Sophie et Véronique qui sont venues s'ajouter à notre équipe. Puis on a aussi compté sur l'aide de l'équipe d'animation de Technoculture Club, mais qui habituellement travaillait sur d'autres activités, Alessia, Anne-Laurence et Stéphanie. Puis il y avait déjà, on se rappelle, il y avait Charles-Édouard, puis il y avait Romain qui était déjà là, moi, Bianca, qui a mis aussi la main à la pâte. Donc on voit, ça, c'était vraiment une première vague d'embauche, mais il fallait aussi former tout ce monde-là à nos nouveaux processus d'embauche. Fait que là, c'est vraiment un moment où on a besoin de renfort parce que l'explosion des activités, ça a été significatif sur nous, sur l'équipe. Donc, on a vraiment procédé à beaucoup d'embauches. On venait d'engager en janvier tout ce beau monde-là. Et puis, on a procédé à une autre embauche en mars, juste quelques semaines plus tard, avec Camille, Lucas et Mylène. On avait vraiment besoin d'aide. Ça nous a permis aussi de raffiner tout ce qui est notre façon de former les gens puis de partager l'information à l'interne parce que c'est une chose de travailler avec une équipe de 4-5 personnes, ça en est une autre quand on devient une dizaine de personnes et plus. Autant l'animation en ligne est un nouveau défi, mais toute cette gestion-là à l'interne, à faire des horaires, attribuer les formations qui est venue s'ajouter à notre charge de travail qui n'était vraiment pas là au début, vu qu'on travaillait de manière beaucoup plus organique, vu qu'on était une plus petite équipe. Mais on voit les résultats, là, les formations pro, ça augmente, là, ça va vite en fait. Là, ça roulait autant les formations pro. C'était vraiment une belle période d'apprentissage, mais qui était vraiment rassurante au niveau de la réception, au niveau des gens. Et puis, c'est un moment assez tournant, l'offre nationale. En fait, l'offre nationale, oui, c'est ça, c'est qu'on s'est aperçu à la fin de la saison hivernale que les toutes petites bibliothèques n'avaient vraiment pas les ressources pour réserver des ateliers, faire la promotion, gérer les inscriptions. Donc, on s'est dit, on a discuté justement avec les directeurs de ces petits réseaux-là de la solution. Et on a, quand je dis redémarrage, là, c'est de l'offre nationale, c'est que ça reprenait un peu le calendrier national de l'automne 2020. Donc, on a remis, en fait, on a reproposé tous nos ateliers avec un calendrier fixe. Et on s'occupait, nous, de tout ce qui était promotion, inscription, donc de notre côté. Et ça, c'était une offre parallèle à celle des bibliothèques qui avaient des réservations plus personnelles. Et ça a super bien marché, à tel point que par saison, on est à peu près entre 400 et 500 personnes qui assistent à nos ateliers. Donc, tout le cursus est programmé sur les 3 mois, puis on recommence à chaque fois. Donc, ça devenait une offre complémentaire. En fait. Oui, puis on touchait en fait les gens de partout, même hors Québec. Donc, c'était ça qui était vraiment intéressant. Oui, certainement. Puis en plus, ça permettait aussi même à des bibliothèques qui offraient des ateliers, mais peut-être pas toute la programmation, de proposer les thématiques, de dire aux gens, nous, on ne l'offrira pas dans notre bibliothèque, mais il y a l'offre nationale. Donc, je pense que ça se répondait bien. Puis en effet, ça a été un beau succès. Au début, ça nous faisait un peu peur d'avoir à gérer les inscriptions, l'envoi des liens, tout ça, en plus de tout le reste. Mais finalement, je pense que ça a été vraiment un bel ajout. Et puis, on voit le succès, juste pour souligner, là, on est passé en l'espace d'une saison de 600 participants à 3000 participants. Ça a fait un bond exponentiel dès la première saison où on l'a lancé. Donc, ça nous a vraiment encouragés à poursuivre. Donc, ça a fait son bout de chemin avec justement là, des nouvelles collaborations. Je pense que c'est important de souligner. Et donc, avec Myriam Côté, donc, qui est spécialiste en intelligence artificielle. Donc, on a eu aussi à rentrer en contact avec elle. Et puis, on a décidé ensemble de collaborer pour qu'elle conçoive un cours sur l'intelligence artificielle, mais vraiment de base. Donc, ça s'appelait Apprivoiser l'intelligence artificielle. Donc, essayer de vulgariser ce que c'est, quel rôle les citoyens peuvent avoir, puis les bienfaits, mais aussi avoir une conscience qu'il faut l'intégrer dans notre société, mais de manière éthique, pour qu'elle reste toujours intéressante pour la société. Donc, Myriam a conçu cet atelier et l'a donné aussi à partir je crois que c'était à l'été 2021 jusqu'à maintenant. Je crois que c'est même elle qui est programmée le dernier jour en soirée. Oui.
Tout à fait. Donc, une autre belle collaboration, un peu à Ouais, l'image c'était de vraiment ce qu'on a fait avec la FPGP. intéressant. C'était vraiment un bel ajout. Donc, à ce Euh, moment-là, on a... Ah, vas-y. Ben, Non, vas-y, Bianca. il y a Laurence qui vient se joindre à notre équipe, qui vient prendre le flambeau là, d'agente à la liaison communautaire. Laurence qui a récolté un peu parce que Daniel avait communiqué, Aurélie aussi avait pris ce poste-là par la suite et on avait parlé du rythme du communautaire qui est un peu différent. Je pense que c'est intéressant aussi de mettre en contexte la pandémie puis d'un peu les côtés positifs, si je peux me permettre. C'est pas vraiment positif, mais la littératie numérique, quand tu disais ça à un organisme communautaire, avant le COVID, les gens se disaient « Qu'est-ce que ça mange en hiver, la littératie numérique? C'est quoi cette créature-là? » On ressentait peut-être pas autant le besoin. En fait, le besoin était là, mais je pense qu'il n'était pas aussi mis en lumière. D'ailleurs, Laurence qui apparaît, merci pour tout ton beau travail. Donc, je pense qu'à ce moment-là, après la pandémie, il y avait vraiment un momentum. Les organismes communautaires prenaient conscience des fractures numériques, des idées d'égalité numérique et aussi n'avaient pas le choix d'utiliser les technologies pour rejoindre leurs membres, ce qui faisait qu'il y avait d'autant plus un besoin de formation. Donc, juste rapidement, on a eu plus de 60 organismes communautaires partenaires à ce jour, 20% des demandes environ qui viennent du communautaire. On a travaillé avec des organismes qui travaillent avec les personnes âgées, avec les nouveaux arrivants. On peut nommer parmi ceux-ci le Centre multiethnique, une de nos collaborations récentes chez nous, Mercier, où on a pu aller même en personne. C'est un centre pour personnes aînées dans l'est de la ville. Donc, vraiment, beaucoup de collaboration puis un accès direct au public les plus touchés par la fracture numérique. Oui, des belles rencontres aussi où on a pu créer des beaux liens. Donc oui, c'est ça, c'est plus de 2000 personnes qu'on a formées vraiment du communautaire. Là. Donc, on est bien content de ce succès-là, dans cette nouvelle réussite dans le projet. Et puis, la création de la page Facebook qui a l'air anodine, mais qui a été un point tournant, puis qui, je pense, marque un peu le travail qui a été fait par les communications. Donc, on va laisser la parole à Virginie, qui est mieux placée qu'elle pour nous parler un peu du travail qui a été fait de ce côté-là, puis comme ça, qui a été vraiment significatif. Oui, ben en fait, on a créé la page Alpha Numérique pour, s'assurer de centraliser l'information, les événements, les liens Zoom, des ateliers de la semaine, parce qu'avec l'offre nationale dont on vient juste de parler, on voulait vraiment rappeler aux gens puis que les liens soient accessibles en tout temps. Donc, ça engorgeait un peu nos réseaux sociaux ATCC et Bibliopresto. Il y avait constamment du contenu alphanumérique à partager. Donc, on a vraiment centralisé nos publications de réseaux sociaux sur cette nouvelle page qui est devenue en fait une vitrine pour le projet, puis que les gens pouvaient suivre plus directement, autant les gens du public que les pros. Mais en fait, cette création de la page Facebook, c'était aussi un prétexte pour que je vous parle en fait un peu de comment les communications se sont passées en fait au cours du projet. Donc, moi, comme Audrey-Anne l'a dit tout à l'heure, je suis arrivée en septembre 2020. Donc, à l'époque, il y avait déjà l'image de marque qui avait été créée par le graphiste Steve Poutré. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais salutations à Steve. Donc, le site web avait été mis en ligne. On avait déjà les visuels de base, les icônes, tout ça que vous avez vu tout au long de cette présentation et au cours des dernières années aussi. Et on avait le format du guide promo qui était bien installé. Il y avait eu des présentations justement par Frédéric dans les réseaux de gestionnaires de bibliothèques. On avait eu des publications dans la presse, etc. Mais il restait quand même, quand je suis arrivée, un travail à faire pour faire connaître les ateliers, augmenter leur découvrabilité auprès des gens qui allaient booker, mais surtout auprès des gens qui allaient participer aux ateliers. Puis je pense que c'est une partie qui était très importante pour le projet parce qu'on peut donner autant d'ateliers qu'on veut. Il faut que les gens soient là pour que ça fonctionne. Donc, on a créé des contenus pour les réseaux sociaux, on a publié sur les babillards communautaires, on a trouvé des groupes Facebook pour les groupes, les populations ciblées. J'ai préparé des courriels types pour solliciter les gens. On a aussi profité des réseaux déjà établis là, dans le milieu communautaire et le milieu des bibliothèques pour faire transmettre l'information à propos du projet. Donc, les CDC, les tables de quartier, CDC, Corporation de développement communautaire, là, je ne veux pas comme
prendre pour acquis que tout le monde le sait, et les associations d'organismes communautaires, en fait, au travers le Canada francophone. On a vraiment vite vu la différence. Surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est par rapport aux collations numériques dont on vient juste de parler. Tu sais, la participation a explosé à partir du moment où on a vraiment pu mettre en place une campagne de communication, puis aller voir les gens qui étaient... aller solliciter les gens qui étaient directement intéressés par les sujets qu'on mettait de l'avant. Il y a aussi eu un des meilleurs coups, je pense, des communications du projet. C'est certains outils de communication, donc les trousses de communication qu'on s'est mis à transmettre aux organismes, aux bibliothèques. Donc, pour chaque organisme qui réservait, comme ils n'ont pas tous et toutes une personne assignée aux communications ou le temps de faire la promotion des activités ou de s'y pencher, chaque atelier avait justement un endroit en ligne où il y avait les différents formats nécessaires pour les visuels, donc Facebook, bannières, affiches, etc., des textes de présentation type, des courriels type de rappel, un checklist de bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer l'inscription. Ça, je pense que ça nous a vraiment permis non seulement d'attirer plus de gens aux ateliers, mais aussi parce qu'on parle souvent d'agents multiplicateurs, je pense que c'est important de nommer aussi que toutes les ressources qu'on a mis en place, c'était aussi pour autonomiser justement les pros autour de ce type de service. On a aussi fait un effort constant pour varier nos moyens de communication pour aller rejoindre justement les publics qu'on cherchait à aller rejoindre, parce qu'on ne peut pas juste être sur Facebook si on s'adresse à des populations qui n'ont pas nécessairement Facebook ou n'ont pas Internet ou n'ont pas de matériel technologique en général. Donc, évidemment, on a rendu les liens les plus accessibles possibles pour les ateliers en ligne. On a offert, lorsque possible, un soutien à la connexion. Il y avait des affiches, il y a eu des publicités. Il y avait une infolettre spécialement pour le milieu communautaire dont les besoins sont un peu différents souvent du milieu bibliothécaire. Pour les publicités, d'ailleurs, on a placé des publicités dans des médias locaux distribués gratuitement, justement dans les régions où on voyait qu'on pénétrait plus difficilement. Donc, par exemple, au Gaspésie, la Madeleine, le bas du fleuve, l'Estrie ont eu des publicités comme justement dans les médias locaux gratuits auxquels tout le monde a accès et qui sont une bonne source d'information pour les gens. On a aussi établi plusieurs partenariats, échanges de visibilité, événements pour faire rayonner le projet. Donc, on s'est ainsi inscrit dans la programmation de la semaine de la presse et des médias et du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. On a aussi établi un partenariat de visibilité avec l'OPEC. Donc, je profite pour vous parler de l'OPEC, qui est une organisation qui fournit du matériel technologique aux écoles et aux organismes à but non lucratif et qui, eux, nous réfèrent notre contenu pour former les gens qui viennent d'obtenir ce nouveau matériel. Puis, quand la fin du projet s'est confirmée, j'ai trouvé important de mettre en place une campagne de bilan, justement, dont cet événement un peu fait partie. Là, où vous avez pu voir, en fait, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le site web, des témoignages des participants, des statistiques et surtout des vidéos de gens qui ont pris part au grand projet qui est Alpha Numérique. Donc, la série vidéo que vous pouvez revoir sur la page Facebook et sur le site web. Au revoir, Fred. S'appelle Témoin de navigation, qui est un petit jeu de mots sur le nom francophone des cookies, mais aussi, surtout, en fait, des témoignages vraiment touchants à propos du projet. Donc, on a des facilitatrices, des responsables de réseaux biblio, des formateurs externes, puis surtout des participants des ateliers tablettes au Centre au Puy, qui sont personnellement ma vidéo préférée. Je vous encourage à aller la regarder. Et là, je suis rendue presque à aujourd'hui, donc je repasse le micro. J'imagine que c'est à Audrey-Anne que je le relance. Oui, merci, mais c'est super intéressant parce que justement, c'est beau quand tout est orchestré, tout va bien, nos activités sont là, mais si le monde ne sont pas au courant, ça ne sert à rien. Fait qu'il y a vraiment eu, nous, on l'a senti, qu'on a réussi à aller rejoindre des nouvelles personnes, des gens qui nous ont dit à plusieurs reprises, c'est la première fois, je ne savais pas que vous étiez là. Donc, ça a eu un bel impact sur la suite du projet. On arrive à l'été, puis là,
on va essayer de ne pas trop prendre votre temps, mais dernier gros projet qui est arrivé aussi, c'est des nouveaux ateliers, dont les pique-niques numériques qui ont été un franc succès. C'était notre façon de pouvoir retourner en présentiel malgré la pandémie. On s'est dit, on va profiter de l'été, puis on va aller faire des activités dans les parcs. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Ça nous a permis aussi de nous... C'était assez comme de nous refamiliariser avec le contact, avec le public qui était même anxiogène au début. Mais ça a été vraiment agréable de retourner sur le terrain puis de voir justement les différences entre nos formations en ligne puis les formations pique-nique numérique. Donc, c'était sur la tablette et le téléphone intelligent, puis on avait à ajouter toute une activité sur la prise de photos puis la gestion des albums. On se disait qu'on allait pouvoir profiter de l'environnement extérieur pour pouvoir faire ça. Ça a été un franc succès. On en a donné 16 à raison de 2 par semaine pendant l'été. Tout le monde on a trouvé preneur, puis d'ailleurs, avec la Ville de Montréal, ça va revenir cet été. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un intérêt pour ça. Puis, c'est un atelier qu'on a conservé après par la suite. Donc, ça a été notre premier retour en présentiel qui nous donnait espoir pour la suite. Et puis, on a aussi, à ce moment-là, créé 3 nouveaux ateliers, en fait, pour compléter le catalogue déjà existant. Donc, l'atelier Comment se repérer et sécurité son compte Facebook. Le web social, c'est Code et ses tendances qui a été fort bien reçu et dans la même idée des ateliers un petit peu plus éthiques là, vers une utilisation éco-responsable du numérique qui est venu compléter vraiment notre offre avec les ateliers déjà existants. Ça a été vraiment un bel ajout, d'autant plus que c'est des thématiques qui sont venues à la suite des recommandations directement du public et des milieux. Donc, dans nos formulaires de rétroaction, ça ne sert pas à rien de répondre à ces questionnaires-là. On a vraiment écouté ce qui ressortait le plus et on est venu à la conclusion que c'était un besoin qui allait vraiment compléter notre offre. Et ça a été dans les ateliers qui ont été les plus populaires parmi, fait qu'on a vraiment bien fait de les concevoir. Et puis, au même titre, on a bonifié notre offre publique, mais on a aussi bonifié notre offre professionnelle. Bianca, je ne sais pas si tu veux en faire un mot de ça. Bien, sur ça, je veux premièrement dire merci et une grande reconnaissance à Romain et Frédéric Séguin qui ont travaillé sur cette belle offre professionnelle-là. Comme toujours, répondre aux besoins, puis être conscient de c'est quoi que les gens sur le terrain, c'est quoi que les professionnels veulent. Romain et Fred ont rencontré des gens du milieu des bibliothèques pour discuter avec eux de leurs besoins. On s'est basé sur des sondages qu'il y avait eu précédemment sur qu'est-ce que les gens voulaient comme offre pro. Donc, on voulait aller un petit peu plus loin. On avait déjà les webinaires qui étaient justement dans la refonte de l'offre en ligne, comme on l'a dit, ça s'est passé au mois de janvier de l'année 2020. En tout cas, mois de janvier 2021, je crois. Je ne sais plus, je me mélange. Donc, une refonte. Donc là, on était rendu à bonifier puis à avoir des séances d'accompagnement davantage personnalisées. On voyait que le besoin était plus sur vraiment, là, concrètement, quand j'anime, comment est-ce que j'améliore justement là, mes communications, comment est-ce que j'adapte le contenu, puis est-ce que ça, c'est possible d'avoir un peu un coaching quelqu'un d'Alpha Numérique. Et ça se faisait sous forme de séances de discussion. Il y en a encore d'ailleurs. Ça se termine là, la semaine prochaine. Et il y avait donc les séances d'accompagnement en observation où les professionnels pouvaient venir voir une activité, se connecter avant l'activité pour voir c'est quoi que la personne qui est à l'animation fait avant de se connecter, c'est quoi ses pratiques et revenir après l'activité pour discuter avec la personne qui a animé. Donc vraiment là, pour avoir une vue là, détaillée et très personnalisée de l'accompagnement et en action qui était sous 2 thématiques, animer et communiquer et s'adapter et guider. Donc, il prenait la forme de cercles de discussion avec différents professionnels où on souhaitait mettre l'intelligence collective à profit, mais aussi partager qu'est-ce qu'on avait pu développer comme truc d'animation à Alpha Numérique. Donc, il y a aussi la communauté de pratique qui vient ensuite de ça. Puis, c'est sûr que Collation numérique continue depuis toujours à faire partie de ça. Donc, on est comme arrivé avec un catalogue final qui proposait comme 6 ou 7 ateliers parce qu'on a modifié le webinaire 3. Donc, 7 ateliers pro vraiment pour essayer de répondre le plus fidèlement aux besoins de chaque personne qui pouvait être pris à la carte en fonction vraiment des besoins. Fait que je pense que ça a été bien reçu puis ça faisait vraiment du sens avec où on voulait aller. Puis, ça a bien fonctionné parce qu'on a réussi à atteindre les 1000 personnes professionnelles formées au début de l'automne. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ces formations-là. C'est quand même, ça nous paraissait si loin, 1000 personnes quand on a commencé, mais on y est arrivé. Donc, c'est vraiment
Bien, vraiment, on était très fiers de ça, de ce beau gap psychologique-là là, du 1000. Donc, on continue à avancer. À l'automne, on a lancé l'offre en anglais. En fait, je ne sais pas si tu veux Oui, là-dessus. donc en fait, pourquoi l'offre en anglais alors qu'on était vraiment mandaté pour toucher les citoyens francophones? En fait, on s'est aperçu que lors de nos démarches hors Québec, les bibliothèques qui desservaient des publics francophones, mais également anglophones, évidemment, avaient vraiment le besoin qu'on leur propose aussi des activités en anglais et des supports en anglais. Donc, on était hésitant, mais on s'est dit, bon, si c'est pour rejoindre plus de monde et puis permettre à ces bibliothèques d'offrir à la fois des activités francophones et anglophones, pourquoi pas. Donc, on a pu, avec le PEN, réviser notre entente et ajouter un addenda qui nous permettait de traduire nos supports et puis d'offrir des activités en anglais. Donc, c'est ça. On a commencé ça à l'automne 2021 et on a plusieurs bibliothèques hors Québec, donc en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et aussi dans le Montréal-Ouest, donc plusieurs bibliothèques qui desservent quand même pas mal de publics anglophones qui ont réservé nos ateliers en anglais. Voilà. Oui, donc c'est un bel ajout. Puis, en fait, c'est venu compléter notre catalogue qui, pour vous donner une idée, là, on est rendu à 25 thématiques si on met ceux qui se donnent en présentiel en ligne. Fait qu'on peut faire x2 si on rajoute ceux qui sont traduits. Donc, c'est comme ça fait un catalogue complet avec l'offre en anglais de près de 50 ateliers. Bien sûr, ben là, les thématiques sont les mêmes, mais ça fait beaucoup de contenu à offrir, en fait. C'est rendu gros. Et oui, donc je continue avec la prochaine petite boîte. Donc, la fin de l'automne et puis l'hiver, donc 2022, c'était synonyme pour nous d'un retour en présentiel possible. Donc, surtout l'automne avec les assouplissements et puis des conditions sanitaires qui étaient vraiment favorables. Donc, on s'est préparé à revenir en présentiel, mais avec notre équipe à Montréal, c'était difficile d'organiser encore des tournées pour aller en région. Donc, on a décidé de recruter des formateurs qu'on a appelé une équipe de formateurs externes, donc qui étaient en région et qui, dès l'automne, ont offert des ateliers en présentiel et qui continuent de le faire actuellement, avec une petite pause au début de l'année à cause toujours de notre ennemi, la COVID. Mais ça a repris au mois de mars de plus belle. Donc, ces formateurs, ils sont disponibles donc, en Abitibi, au Saguenay, en Gaspésie, dans la Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent, etc. Et puis aussi en Montérégie et Laurentides-la-Naudière. Donc, on a une belle équipe qui vraiment nous a permis de rejoindre beaucoup de monde. Et on est vraiment très, très contents. Et puis, il reste avec nous pour la suite. Oui. Fait que ça nous a permis d'aller rejoindre ce qui était super important pour nous au début, le côté sortir de Montréal, mais que puis les personnes qui ont besoin aussi de la base, parce que là, on pouvait retourner en présentiel. Donc, on a vraiment mis l'accent sur les compétences de base cette fois-ci. Tout à fait. Puis avec le retour en présentiel, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a l'air le fun. Comme ça, on retourne en présentiel, mais la pandémie nous a amené le fait que les formations en ligne allaient rester. Donc, il y a toute une logistique qu'on a dû remettre en place pour gérer en même temps un calendrier en présentiel puis un calendrier en ligne. Donc, c'était quand même ces deux équipes qu'on doit déployer en même temps. Puis, des fois, ça peut avoir l'air simple, mais voyons, si ça ne marche pas en présentiel, on va le transférer en ligne. Mais ça implique de créer des liens, de s'assurer que les créneaux sont disponibles parce qu'on avait l'offre en ligne qui continuait. Donc, ça a vraiment multiplié notre travail. Ça a été un beau défi, puis c'était surtout motivant. Même si on était un peu ralenti au début de l'hiver, on a quand même réussi à aller quand même à la rencontre du public, mais ça a été quand même un nouveau défi de gestion auquel on n'avait pas été encore confrontés, auquel il venait encore avec une deuxième équipe, parce que là, ça nous prenait une équipe en ligne, puis une équipe sur le terrain. Donc, on a réembauché encore des animateurs qui sont venus compléter notre équipe d'animation. Donc, Benjamin, Christopher et Tommy qui font un très bon travail et qui sont autant sur le terrain qu'en ligne. En fait, au départ, on les avait engagés pour le présentiel, mais
ils ont comme accepté puis ils ont sauté dans le bain pour faire autant du en ligne que du présentiel. Donc, on est très chanceux d'avoir pu les recruter en fin de parcours comme ça. Et puis, donc, on va avancer. On a eu beaucoup d'occasions de communication à l'automne. On était très contents de pouvoir faire rayonner le projet autant à l'université. On a eu la chance d'être invité à Radio-Canada aussi. Ça a été fort agréable. Et puis, on arrive à un dernier petit moment très important qui est Oui, ben, en fait, dans la continuité de ce que vous avez expliqué, Bianca, sur la refonte, enfin la nouvelle mouture en fait de notre offre pour les pros, on a lancé sur notre site web, dans l'espace pro, une communauté de pratique. Donc, c'était en novembre 2021. Et cette communauté de pratique a vraiment pour vocation de permettre aux animateurs, enfin à toute personne finalement qui souhaite agir en inclusion numérique, de partager des bons coups, des trucs, des astuces, et puis de poser des questions, s'entraider, etc. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir ce forum virtuel et puis mise à disposition aussi de nos trucs et astuces, de documents à partager, de liens, etc. Donc, ben, tout le monde est invité à aller consulter et participer, écrire dans cette merveilleuse communauté de pratique. Oui, ça va rester en ligne. Puis je tiens à souligner aussi, nos animateurs ont vraiment été super généreux de tout ce qu'ils ont appris, de leurs trucs, de tout ce qu'ils ont documenté pendant l'expérience d'animation en ligne. Puis dans le fond, c'est un endroit pour aller chercher des trucs, puis peut-être des solutions aux problèmes. Puis ça va rester en ligne même par la suite. Donc, je pense que c'est un outil qui mérite d'être connu. Et puis, Bianca, si tu voulais compléter avec la table de conversation. Je vais y aller quelques mots. D'ailleurs, merci à tout le monde qui est encore là. Merci d'être si généreux de votre temps. On approche de la fin, juste pour vous dire. La table de concertation, rapidement, le but, c'était de récolter un peu l'expérience de nos partenaires, des gens avec qui on a collaboré, de recueillir les besoins aussi pour qu'est-ce qui était à venir, de solidifier un réseau d'enseignement de la littératie numérique aux adultes. Et aussi, c'est important, c'est qu'on a nommé, quand Jean-François revenait tantôt, quand Jean-François parlait, il y avait 3 axes au projet, les maillages entre le communautaire et les bibliothèques. C'est quelque chose qui, malheureusement, le présentiel a fait que c'était un petit peu, de ne pas avoir le présentiel, ça a été plus dur parce que dans les formations professionnelles en personne, on souhaitait inviter des organismes communautaires et des bibliothèques. Ce qui a eu lieu pendant les 10 pilotes qu'on a fait. Malheureusement, ça n'a pas pu se poursuivre. Donc, la table de concertation était une occasion de pouvoir amener des professionnels du communautaire et des bibliothèques à se rejoindre et discuter autour de la littératie numérique. Donc, c'est un peu comme des événements régionaux qu'on a nommés brièvement. C'est un peu le petit-fils de ça, si on veut. Et on arrive comme à la fin du projet. On est rendu février 2022, donc c'est maintenant. Donc, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, Fred? Je pense que... Oui, ben, en fait, ce qui s'en vient, c'est que vous êtes sûrement au courant, mais en tout cas, notre subvention qui provient du programme d'échange en littératie numérique va s'arrêter à la fin du mois de mars. Nous, on a quand même décidé de poursuivre l'aventure alphanumérique, même si on ne peut pas la poursuivre dans les mêmes conditions. Mais ce qu'on a décidé, c'est de continuer à offrir des formations et donc au public. Et donc, on a lancé une nouvelle page sur notre site web dans l'espace pro qui recense tous les prestataires qui vont offrir des formations qui, cette fois-ci, vont être payantes. Voilà, on est vraiment dans cette obligation-là. Donc, vous retrouverez tous nos prestataires et bien sûr, Technoculture Club en fait partie. Il va y avoir aussi les journalistes du CQMI et puis tous nos formateurs, enfin, pas tous, mais presque tous nos formateurs externes qui ont travaillé en région avec nous ces derniers mois. Donc, il est toujours possible de réserver des ateliers, donc organismes ou bibliothèques, avec un tarif quand même qu'on vous propose. Donc, chaque prestataire va vous proposer. Donc, vous aurez le contact sur cette page. Oui. Et puis, on finit avec les petits chiffres aussi. Oui, bien sûr. On va prendre quelques minutes de temps. On ne peut pas passer sous silence. Donc, alphanumérique, on arrive à la fin. Nos statistiques sont encore préliminaires, mais on arrive quand même à pouvoir comme donner des chiffres auxquels on est vraiment très fiers et on tient à les souligner. Donc, comme je disais tantôt, notre catalogue,
c'est 25 thématiques maintenant qu'on a traduites. Donc, c'est vraiment, on est parti de quelques activités pour finir avec un catalogue assez complet. Au total, c'est plus de 30 personnes qui ont travaillé sur le projet, dont 17 qui sont encore à l'embauche jusqu'à la fin mars, qui continuent de travailler sur alphanumérique. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul, tout ça. Et puis, on a réussi à rejoindre en cumulant le volet pro puis le volet public, c'est 11 500 participations. Donc, on a donné plus de 1300 ateliers au côté public. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais ça, c'est plus de 1000 liens Zoom envoyés et créés d'ailleurs. On a travaillé avec plus de 200 organismes, dont, comme Bianca le disait, environ 60 organismes communautaires. Et puis, on a réussi à rejoindre, avec l'aide des formateurs externes, près de 10 000, plus de 10 300 personnes, en fait. Puis les chiffres vont continuer d'augmenter là, pour les jours qui restent. Et du côté professionnel, on est rendu à 1200 pour 130 formations données. Donc, c'est quand même des beaux chiffres. On a fait en tout 24 événements. Bien que vous parlez de 19 collations numériques, mais on a fait aussi des présentations à l'université qu'on a comptées là-dedans. Donc, d'autres canaux de communication qu'on a utilisés pour environ 600 participants à nos événements. Donc, ça a eu quand même un beau succès. C'est des chiffres, je pense qu'on peut être fiers, qu'on peut célébrer. C'est ça. Merci. En fait, on arrive au merci. Ouais, on arrive à merci à tout le monde. Ouais, je pense qu'on va tous vouloir remercier. Donc, on remercie évidemment le gouvernement qui nous a subventionnés, nos organismes Technoculture Club et Vibio Presto qui ont travaillé intensément et vraiment presque en symbiose pendant toutes ces 3 années. En fait, on a vraiment grandi ensemble. Et c'est vraiment devenu une aventure humaine, je tiens quand même à le dire, donc on remercie. Nos partenaires, donc la VPQ, Réseau Biblio et BNQ, tous les gens qui ont participé au projet, évidemment les équipes, les facilitateurs qui ont vraiment été sur le terrain puis qui ont été géniaux. Nous, on se remercie nous, à tout ce qui était la coordination, logistique, etc. Puis nos formateurs externes, évidemment, qui vraiment font un gros travail sur le terrain en région. Les organismes qui ont participé avec nous, tous les partenariats qu'on a pu aussi avoir tout au long du projet, puis évidemment les participants, le public. Puis voilà, donc c'est vraiment un gros merci, une grosse émotion. Puis on ne s'arrête pas, on reste à l'affût en fait d'un peut-être renouvellement du programme, on verra. Mais on veut garder l'expertise, puis on veut garder aussi l'offre ouverte parce qu'on est évidemment plus que convaincus que notre action en littératie numérique est majeure, puis qu'il y a vraiment, vraiment toujours des besoins. Et on ne veut pas lâcher nos participants qui nous soutiennent, on a reçu une lettre vraiment qui nous a fait chaud au cœur d'une participante. Bref, on peut voir tout le travail qui a été fait puis qui reste encore à faire. Puis je laisse la parole aussi à mes collègues qui ont sûrement envie de faire leur bien propre sûr, remerciement. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais moi, je tiens vraiment à remercier l'équipe d'animation, bien sûr, tous les partenaires, mais l'équipe d'animation qui a été extrêmement volontaire, généreux, parce que c'était nouveau, l'animation en ligne, les retours en présentiel. Donc, ça a été vraiment beaucoup d'intelligence collective qui nous a aidés à améliorer nos techniques d'animation. Et puis, on en sort vraiment grandi parce qu'on a bien documenté ça. Et puis on veut en faire bénéficier tout le monde. Donc, en effet, alphanumérique, ce n'est pas la fin, c'est comme un renouveau. On espère que ça va pouvoir renaître sous une autre forme. Mais en attendant, c'est toujours possible, comme je disais, de réserver, mais c'est surtout toujours possible de consulter nos ressources. Le site Internet va rester là. Donc, ce travail-là, il ne va pas disparaître. Donc, si vous avez envie de vous lancer vous aussi, d'utiliser nos trames, d'utiliser nos outils interactifs, mais on espère que ça va continuer à servir parce qu'en effet, on se rend bien compte que le besoin est vraiment toujours là. Si la pandémie peut avoir eu ça de bénéfique, c'est de mettre en lumière comment c'est devenu une réalité, puis des besoins qui sont criants, puis qui ne vont pas disparaître. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était présent avant, mais que maintenant, personne ne remet en doute. Donc, très content d'avoir pu participer, moi aussi, à ce projet-là. Et puis, j'espère que ça va avoir une belle suite. Je ne sais pas si bien quand tu voulais surenchérir.
Oui, ben je pense que tout a été un peu dit, là, mais rapidement, merci. C'est le dernier événement, fait que je suis un peu émotive parce que ça a été vraiment au cœur de mon travail. Ariel qui dit quel magnifique travail, ben, on te doit beaucoup à toi, Ariel, pour ce projet-là. Donc, vraiment, merci à toi et Mallory aussi pour avoir justement là, donné naissance à ce petit bébé alphanumérique qui est devenu rapidement très grand. Puis merci juste à tout le monde qui était là aujourd'hui d'avoir participé à ce petit voyage dans le temps avec nous. Puis, on espère vous revoir. Puis sachez que Technoculture Club continue à redonner des formations. Oui, il y a un coût associé à ça, malheureusement. On ne veut pas que ce soit un coût qui tombe sur les participants, mais sur les institutions. J'ai mis le lien vers le catalogue dans le clavardage si vous souhaitez jeter un coup d'œil. Mais on reste là, on veut garder l'expertise. Puis dans un monde idéal, on souhaite que ces ressources soient gratuites et qu'on puisse faciliter gratuitement. Mais par souci pour garder l'expertise puis garder le contenu vivant, on a opté pour cette formule-là temporaire. Mais merci à tout le monde. Et bonne fin de journée. Un gros merci.